Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour, l'autre jour. Alors, absolument. Alors, le risque sans le rendement, ça, c'est un papier que j'ai repris, qui datait de 2019, dans lequel je parlais d'un peu de produits financiers qui permettaient aux banques de refourguer leurs risques, qui sont des produits qui ressemblent un peu à ceux qui ont été dans la tourmente avec le Crédit Suisse, et qui permettent de refourguer littéralement à leurs clients ce genre de produits sans les rendements qui vont avec ces risques très importants. Et à l'inverse, effectivement, moi que j'ai beaucoup étudié Pfizer pendant la crise sanitaire d'un point de vue financier, et ces gens ont engrangé des milliards et des dizaines de milliards de dollars de bénéfices sans prendre aucun risque. De manière un peu plus générale, moi l'impression que j'ai, c'est-à-dire que ce soit en santé ou en finance, on est dans les deux cas, vous avez des donneurs d'ordre et vous avez une sorte de tiers de confiance. Vous allez avoir un médecin qui va vous dire quel médicament vous devez prendre, vous allez avoir un banquier qui va vous dire quel conseil vous devez prendre, et qui sont, donc vous êtes dans un schéma un peu particulier, à la fois que ce soit santé ou finance, sont des sujets qui sont effectivement honnêtement difficiles et compliqués, mais dont ces tiers de confiance ont probablement, voire même certainement en finance, très largement abusé de la confiance qu'on a pu leur donner. On ne se rend pas compte du niveau de décadence du secteur bancaire européen. Le secteur bancaire européen, dans son ensemble, est ce qu'on pourrait appeler un zombie. Ils sont devenus morts-vivants après 2008. Il y a une étude de McKinsey qui doit dater de 2018. Enfin, ils faisaient ça pendant plusieurs années d'affilée, mais moi j'avais traité ça vers 2018-2019, qui disait simplement, donc à une époque où la situation était considérablement meilleure qu'aujourd'hui, 56% des banques européennes étaient non viables. Elles étaient en faillite potentielle et elles attendaient simplement que ces choses se réalisent. C'est qu'un peu avec Crédit Suisse et Silicon Valley Bank, on s'est rendu compte que vous aviez des pertes latentes dans les portefeuilles, que vous aviez des choses qui étaient en attente de réalisation. Eh bien, le secteur bancaire européen est en attente de sa faillite générale. Et ça, malheureusement, quand vous êtes un régulateur, vous avez deux solutions. Soit vous actez cette faillite, soit vous la masquez. Mais en 2008, ça aurait été très brutal, ça aurait été très violent, éventuellement nettoyer ce secteur. On a décidé de ne pas le faire. On n'a pas nettoyé le secteur bancaire. Aujourd'hui, bien évidemment, vous ne pouvez plus le faire. C'est-à-dire que le problème a grossi depuis 10 ans et vous vous retrouvez avec des régulateurs quand vous avez François Villot-Gallo qui vient vous dire que le problème de Crédit Suisse, c'est que Crédit Suisse, parce que bien évidemment, les banques européennes, les banques françaises n'ont pas ce problème-là, il ne peut pas vous dire autre chose. Parce que c'est cette idée de prophétie autoréalisatrice qui est qu'en finance, la parole est extrêmement importante. Si vous avez un gouverneur de la Banque de France qui vient vous dire que ah bah oui, il pourrait y avoir certaines difficultés, vous êtes sûr que vous êtes attaqué dans la seconde. Mais c'est pas parce qu'il vous dit qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y en a pas. C'est un peu comme quand Olivier Véran dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire de la vaccination. Oui, c'est pareil, parce qu'en fait, dans les deux cas, Olivier Véran, si jamais, ils vont partir du principe que pour que la vaccination marche, il faut que tout le monde soit vacciné. Encore faudrait s'entendre sur ce qu'est un vaccin. Et du coup, si on commence à dire qu'il y a des doutes sur l'efficacité, du coup, vous n'allez plus avoir tout le monde qui va se vacciner, et du coup, vous avez de la même manière des problèmes qui se posent. Là, vous avez une parole qui ne peut pas être honnête.
par construction. Si elle est honnête, en fait, l'édifice s'écroule. C'est en 2007, le Tchernobyl de la finance. Paradoxalement, dans le monde financier, la faillite de Lehman Brothers, c'est là où la crise des subprimes sont des répliques. C'est des effets secondaires, à la limite, de la crise centrale. Et la crise centrale, c'est une crise qui apparaît en 2007 et qui est la grande crise du Libor, qui est en fait un taux qui est la structure de base, en gros, des échanges entre les banques, des financements interbancaires, où en fait, à l'été 2007, les banques qui se refinancent toutes entre elles en permanence via le marché du Libor, ce marché s'est asséché d'un coup. C'est-à-dire que les banques n'étaient plus capables de se refinancer, et une banque qui n'est plus capable de se refinancer n'est plus capable d'avoir un bilan, et si elle n'a plus de bilan, elle n'est plus capable de mettre un montant à côté d'un compte en banque. Votre compte, le mien, peut-être vous avez 10 000 euros sur un compte en banque, mais en fait, il n'y a plus 10 000 euros, il y a peut-être 7 000, il y a peut-être 3 000, il y a peut-être 0, elle n'est pas capable de dire ça. Et donc, quand vous avez tout d'un coup ce marché interbancaire qui est le cœur nucléaire, vous parlez de Tchernobyl, qui, en l'occurrence, s'arrête, mais Tchernobyl, c'était un peu pareil. Tchernobyl, ça a commencé par s'arrêter avant d'exploser. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, depuis ce temps-là, on fait monter de la pression pour essayer que les banques, forcer les banques à s'échanger entre elles, forcer la liquidité, on force la liquidité, en rajoutant toujours plus de fausses monnaies, et du coup en rajoutant toujours davantage au problème. Alors la Fed a développé ce quantitative easing, c'est donc de rajouter, on va dire, des devises pour essayer d'éponger, on va dire, ces pertes, pour masquer ces pertes, pour mâcher les effets secondaires, on va dire, de cette crise. Et pourtant, on a l'impression que ça suffit, mais quelque part, vous êtes en train de dire que ça n'a pas suffi. Ça a suffi à remettre un couvercle sur le problème, et du coup, à le laisser en fait gonfler en dehors des regards. Le problème de fond, le problème de base, qui est à une simplicité presque confondante, le problème de base est qu'on est en système capitaliste. Un système capitaliste, eh bien, le capital est roi, et le capital demande un profit. Nous sommes dans un système qui n'est plus assez profitable pour le capital, et à défaut d'être profitable, eh ben, vous êtes obligé de rajouter toujours du capital pour faire semblant. Pour le dire autrement, on ne produit plus assez de richesses réelles dans l'économie par rapport à la fiction financière. Vous avez une fiction financière qui repose sur le crédit. À chaque fois que vous prenez un crédit pour votre maison, eh bien, vous promettez que vous allez créer une richesse future en travaillant. Quand vous prenez un crédit à la banque, vous allez rembourser ce crédit, vous allez le rembourser en travaillant. Et donc, toutes ces promesses de richesse future, depuis très longtemps, sont absolument intenables. Aujourd'hui, si on voulait commencer à rembourser nos dettes, ça serait... C'est même pas en rêve, on n'y arrive même pas. Et du coup, en fait, comme on a cette divergence radicale entre la réalité et la promesse, eh bien, il y a un moment, c'est-à-dire que ça va forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va forcément se réconcilier, soit par le bas, vous avez une espèce d'effondrement, soit par le haut, là vous arrivez dans les épisodes d'inflation, d'hyperinflation. Et il y a quand même un troisième scénario, que moi j'appelle un peu le scénario soviétique ou orwellien, le scénario orwellien, où en fait vous essayez de tout geler, et au final vous finissez, vous supprimez la monnaie. C'est-à-dire qu'à force de faire migrer les risques, ce qu'on a fait en 2008, en fait, on a fait migrer les risques qui étaient dans les banques commerciales dans les banques centrales. Et là, on continue de les faire migrer encore plus, en vous disant à chaque fois, une banque centrale ne fait pas faillite. Bien sûr que c'est qu'une banque centrale, ça fait faillite. Sauf que, on dit, la banque centrale ne fait pas faillite parce qu'elle imprime toujours plus de monnaie. Bon, bah oui, mais sauf qu'à un moment, quand votre monnaie vaut plus rien, c'est ça le risque, c'est que vous ayez détruit votre monnaie. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de détruire notre monnaie, radicalement. Et soit, effectivement, on revient à un étalon or, ce qui n'est pas le truc le plus simple. En tout cas, s'il se fait aujourd'hui, après, ça serait un étalon qui serait plutôt sous l'égide de la Chine, parce que c'est eux qui ont les réserves d'or monétaires. Soit, on se passe de monnaie. Dans 1984, d'Orwell, il n'y a pas de monnaie. Vous avez que des espèces de rationnement. Vous avez le droit à votre ration de chocolat, votre ration de lame de rasoir. C'est les exemples qui sont dans le bouquin. Et on peut arriver à ça. Et les monnaies numériques de banque centrale, qui est un des sujets importants du moment, permettre ça. Une monnaie numérique de banque centrale, c'est une monnaie programmable, c'est-à-dire qui va vous permettre, vous pouvez avoir 10 000, 100 000 euros sur votre compte en banque, si votre monnaie vous dit que vous ne pouvez pas consommer plus de 300 grammes de viande cette semaine, parce que sinon c'est pas bien pour votre CO2, pour l'ours blanc, pour ce que vous voulez, en fait c'est plus une monnaie programmable, ça s'appelle juste un carnet de rationnement géant.
Alors, fonds propres. Les ratios de fonds propres, ça c'est BAL 3, donc il y a tout un tas de critères qui sont là pour faire en sorte que les banques aient un minimum. Pendant très longtemps, en fait, quand on a fait la dérégulation, la déréglementation à partir des années 80, on s'est dit que le secteur allait s'autoréguler. Je sais pas, on se souvient peut-être d'Alain Minc qui passait sur les radios au début 2008 pour dire que la crise était derrière nous parce que le secteur financier était un secteur autorégulé et que c'était une machine absolument magnifique. Vous avez Sandy Veil, le patron assez mythique de Citigroup, Sandy Veil, c'est Citigroup, qui était la cheville ouvrière de la fin de la loi de séparation entre les banques d'affaires et les banques de détail, qui aux États-Unis donc a eu lieu à la fin des années 90. Après 2008, Sandy Veil a dit publiquement c'est une erreur, c'est une faute qu'on a faite. Donc on avait un secteur qui était dérégulé. On s'est dit, tiens, on va le réglementer à nouveau. Donc, pour la preuve par l'exemple, c'est que vous avez Crédit Suisse qui, un jour, vous dit, on est conforme à tout. Les stress tests, on fait comme si. C'est comme si on faisait un scénario dans lequel la banque est attaquée et on fait tourner les moulinettes et on voit ce qui se passe. On fait, c'est un exercice, c'est un jeu, c'est un serious game. Et donc les stress tests, normalement, c'est une mise en situation. Donc on a fait des mises en situation, on a augmenté les ratios, on a fait tout ça. Et vous avez une banque qui vous dit un jour, on a besoin de personnes, qui le lendemain a besoin en fait de 50 milliards, et qui en fait le surlendemain a besoin d'être reprise en toute urgence par une autre banque, UBS, qui n'en veut pas. Qu'on soit très clair, l'UBS ne veut pas de Crédit Suisse. C'est une planche pourrie. Ils ont été forcés par la FINMA et la BNS, la Banque nationale suisse, à des conditions, c'est-à-dire qu'au départ, ils n'en voulaient tellement pas, ils en donnaient 1 milliard, et avec des conditions suspensives de dingue. Et les 50 milliards sont passés à 100 milliards 3 jours plus tard. Donc en fait, vous êtes dans un milieu où on vous explique que tout va bien, Madame la Marquise, et en 4 jours de temps, en fait, vous avez besoin de 100 milliards. C'est beaucoup, 100 milliards quand même. De garanties publiques, la Confédération a mis 9 milliards. Je vous rappelle que nous, on a 32 milliards de garanties sur Dexia. Aujourd'hui, en ce moment, l'État, dans son hors-bilan, a une garantie de 32 milliards pour Dexia. Donc, faut attention. En fait, ils ont vendu des produits toxiques aux collectivités en disant, regardez, vous allez vous financer à bateau. Et puis, il y a eu une petite clause qui disait, si ce fameux Libor passe au-dessus d'un certain taux, là, en fait, votre taux qui était bas devient prohibitif. Puis, bien évidemment, soit les gars parlaient même pas de cette clause, soit ils disaient, non, mais de toute manière, avant que le Libor remonte à tel pourcent, je ne sais plus exactement quel taux c'était, mettons 5-6%, ça se passera jamais. Sauf que, bien évidemment, ça s'est passé. Et vous avez des centaines et des milliers de collectivités qui ont payé mais des montants astronomiques pendant des dizaines d'années, qui ont dû refinancer des dettes, qui ont dû se serrer la ceinture à cause de ces bêtises. Bref. Donc, tout ça, donc là, on a la preuve par l'exemple que ça ne marche pas. Ça coûte une fortune, Dexia. On ne se rend pas compte. Et aujourd'hui encore, il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de rentrer dans une crise. On n'a même pas nettoyé la merde, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça s'appelle, de la crise précédente. Et donc, pour revenir sur les régulateurs, donc vous avez BAL 3. Il ne faut pas oublier qu'une banque, ce qui fait la solidité d'une banque, ce n'est pas son bénéfice, ce n'est pas son chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qui fait, c'est une banque, c'est jamais que c'est des épiciers les banquiers, hein, c'est des gens qui vendent un produit, c'est ce qu'ils vendent et son produit, et donc c'est des grossistes, c'est des détaillants qui vont aller acheter de la monnaie d'un côté et la revendre de l'autre. Et donc ce qui compte, c'est qu'ils vont avoir des fonds propres pour pouvoir couvrir ces pertes-là. Et ce qu'il faut, c'est que, bien évidemment, les taux de financement en fonds propres soient moins chers que les taux derrière avec lesquels ils refont leur crédit. C'est vraiment bête comme chou. Hein. Mais ce qu'il faut regarder sur une banque, c'est la rentabilité de ses fonds propres. Et le problème, c'est comme ça que vous avez des McKinsey qui vous disent que les banques européennes, mais même dans le monde, c'est pareil, ne sont pas viables. C'est parce que vous vendez un produit moins cher que ce qu'il ne vous coûte à produire. Pour produire l'activité de base d'une banque, qui est de produire du crédit, eh bien, pour ça, vous avez besoin de fonds propres pour pouvoir produire ce crédit. Vous n'avez pas besoin de dépôts, vous avez besoin de fonds propres pour produire du crédit. Et ces fonds propres-là, en fait, ils vous coûtent plus cher que ce que vous fait gagner le crédit. Donc, tout le secteur, en fait, est en faillite potentielle. Et après 2008, on s'est dit, il faut que vous ayez beaucoup plus de fonds propres. Vous allez augmenter radicalement vos fonds propres. Et donc, ils ont dit BAL 3, et puis ils ont été négociés, tous ces gens-là, et puis ils ont dit, mais nous, on ne peut pas, c'est pas possible, si vous voulez nous augmenter nos fonds propres, on va s'effondrer.
Donc ils ont dit ah bon, mais quand même, et puis ils ont négocié, puis finalement le truc a fini, balle 3, ça a accouché d'une souris, c'est même pas d'un cafard. Alors les papiers, c'est les banques centrales qui rachètent les papiers, et on se rend pas compte, mais les banques, en particulier européennes, vous avez, après 2008, en fait, on s'est rendu compte que les banques européennes vendaient à tout le monde du dollar, des financements en dollars, tout ce que vous voulez, plein de produits en dollars, qu'elles faisaient semblant d'avoir, mais en fait, elles n'avaient pas ces dollars. Et ça, c'est là où on arrive sur le secteur très bizarre des produits dérivés, qui est une espèce de mammouth qui est caché, et que donc toutes les banques européennes vendaient à tout le monde des dollars qu'elles n'avaient pas. C'est comme si... Et en fait, elles ont été sauvées par la Fed, pas par la BCE, parce que la BCE ne peut pas imprimer de dollars. Elles ont été sauvées par la Fed, et depuis 2008, en fait, vous vous rendez compte que la Fed, j'ai eu le chiffre il n'y a pas longtemps, il y a 36 000 milliards de swap, donc d'échange de devises de la Fed avec d'autres grandes banques internationales. Alors c'est mondial, c'est pas que l'Europe, sauf qu'on sait que c'est très concentré en Europe. Et ce qui est important, c'est que c'est pas comme si les banques européennes avaient donné des euros et qu'on leur avait donné des dollars. Des contrats de swap, ça se renégocie toutes les semaines, tous les mois, ça se renégocie tout le temps. Et donc en fait, toutes les semaines, en fait, la banque peut retirer ces lignes de dollars et derrière, mettre en faillite le système européen qui a vendu des dollars qu'il n'avait pas. C'est ça le fond du problème. Et ça, une espèce de laisse monétaire qui a été mise, qui nous rend radicalement dépendants des États-Unis. Ah bah, l'indépendance financière, techniquement, on la perd avec Maastricht. Donc on la perd dans les années 90. Le traité de Maastricht, donc tout est déjà là, pour une manière assez simple, c'est que, et c'est ce qu'on a vu après, vous avez deux Europes, en fait. Vous avez, qui ont des rapports à la monnaie radicalement, qui sont très différents. Vous avez une Europe du Sud, qui est une Europe assez lâche monétairement, et dont on fait partie. C'est-à-dire que quand vous regardez la France, on a une gestion monétaire qui est catastrophique au XXe siècle, sauf à deux moments, qui sont au moment du franc Poincaré en 1928 et le franc Pinet sous De Gaulle quand il revient au pouvoir. Mais nous, on a des gestions monétaires qui sont catastrophiques habituellement. Et donc, on a voulu mettre ensemble des gestions monétaires, on va dire, un peu hasardeuses, avec des gestions, au contraire, très rigoureuses, voire rigoristes, à l'allemande. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, c'est en germe. Maintenant, le moment où cette indépendance est perdue, non pas au niveau français, mais au niveau européen, parce qu'on nous a fait le coup de l'Europe, c'est une souveraineté partagée. On aurait pu dire, effectivement, l'euro, on perd la souveraineté au niveau national, mais on a une souveraineté plus grande tous ensemble. C'est la grande promesse de l'Europe. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le secteur bancaire européen s'est mis sous la coupe des États-Unis après 2008. Et là, c'est vraiment le moment où l'euro perd son indépendance. Parce que, via notre secteur bancaire, les États-Unis ont une espèce de bombe nucléaire. C'est un peu comme si on avait une ceinture d'explosifs autour du ventre et qu'à tout moment, ils pouvaient nous faire sauter. Et donc, ils nous demandent ce qu'ils veulent, et puis si on n'est pas d'accord, ils disent « Ah !» Et puis alors, ils ne sont pas obligés de tout faire sauter d'un coup, ils peuvent faire monter la pression, ils peuvent... et on ne peut pas comprendre les décisions politiques européennes, et alors particulièrement depuis un an, si on ne voit pas cette perte d'indépendance qui arrive après 2008. Vous avez un Christian de Boissieu, qui est un universitaire, économiste, banquier, qui a été à l'AMF, un collectionneur de prébendes, qui vient expliquer, je ne sais plus sur quelle radio, Sud Radio, donc question du public, au téléphone, « Bonjour, si tous les Français viennent retirer leur dépôt, leur épargne, est-ce que les banques ont de quoi couvrir ?» Ça, c'est la définition d'une panique bancaire. C'est la définition d'un bank run. C'est de ce qui s'est passé chez SVB. Silicon Valley Bank, c'est la raison pour laquelle ils se sont effondrés, c'est que très rapidement, vous avez énormément de leurs clients qui ont retiré leurs avoirs. Et donc normalement, la banque d'affaires, elle va... Effectivement, vous avez des actionnaires qui vont aller mettre de l'argent dans un pot, et avec ces pots-là, ils vont financer des choses et ils vont faire cette activité de banque d'affaires. Et là, c'est les fonds propres qui doivent éponger si jamais il y a un problème au niveau de la banque d'affaires. Et aujourd'hui, alors qu'on avait cette promesse qui était qu'on allait réussir à séparer ces choses-là d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez avec le discours comme le Crédit Suisse qui dit « Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, parce que quand vous prenez notre bilan, on a suffisamment de dépôts de nos clients par rapport à notre activité de crédit par ailleurs, et là, toute la partie banque d'affaires comprise. » Et donc ces gars venaient dire, vous avez vu, il n'y a pas de problème,
les clients couvrent nos positions. Et ça, vous l'avez même, Madame Agnès Benassi-Kéré, il me semble, il y a 1 an ou 2, j'avais écrit sur le sujet, au moment où on était en train de faire des prêts, au moment où on a laissé filer la dette au moment du Covid, on dit, bah, quand même, le quoi qu'il en coûte financier, il y a un moment, ça revient cher. Je dis, non, il n'y a pas de problème, c'est couvert par les dépôts des clients. En fait, on a renié, officiellement, puisque maintenant c'est Agnès Benassi-Kéré, c'est la chef économiste du Trésor, a renié officiellement la promesse de 2008, qui est plus jamais ça, plus jamais les encours des dépôts des ménages, et de vous et moi, ne couvriront la pourriture financière des bilans des banques. On est en cavalerie depuis 2008. En fait, le problème, c'est ce qui est compliqué, pardon, c'est qu'on se dit, oh là là, on est en train de refaire. Donc la cavalerie, effectivement, c'est quand vous vous mettez à vous endetter toujours davantage et vous mettez dans un cercle vicieux dans lequel vous allez vous endetter pour payer vos intérêts. Oui, ça, non, vous allez vous endetter pour payer les gens qui veulent sortir. C'est ça, la cavalerie. Donc c'est typiquement, c'est exactement, Madoff, c'est la définition de la cavalerie. Et ça, en soi, c'est ce que font les banques. Les banques centrales, d'une certaine manière, empêchent, en fait, elles rajoutent des étages au Ponzi. Donc le Ponzi, c'est donc vous allez utiliser vos derniers clients qui vous confient leur argent pour payer les premiers. Et du coup, quand les derniers veulent récupérer leur argent, il n'y a plus rien. Et ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle rajoute de la fausse liquidité pour faire « Non, vous inquiétez pas, ça continue. » Sauf que cette fausse liquidité, on essaye de vous faire croire que tout ça, c'est très théorique, vous comprenez. C'est complexe, hein, c'est complexe. Et puis, vous savez, on parle de centaines de milliers de milliards de produits dérivés. C'est des montants notionnels. Les montants notionnels, vous ne pouvez pas comprendre. C'est très, très drôle parce que c'est dans tous les rapports annuels de banques, donc ils vont vous parler, donc par exemple, le Crédit Suisse a 14 000 milliards de produits dérivés. L'UBS a plus que ça, plus de 20 000 milliards, 11 000, ouais, ils doivent avoir plus de 20 000 milliards de produits dérivés. Et c'est des montants notionnels. Et ils vous expliquent que ces montants notionnels ne sont pas à prendre en compte dans le risque parce que la banque estime, j'ai toujours cette phrase-là, la banque estime que ces montants notionnels ne représentent pas un risque. Alors qu'en fait, ces montants notionnels, en cas de choc, c'est des moments où ces montants vont se réaliser partiellement, et où en fait le notionnel est important. Mais il n'est pas important au jour le jour. Le notionnel, c'est un peu comme si je disais, moi j'ai 100 €, mais j'ai besoin de 100 $, donc on va faire un échange, et puis moi je te donne 100 €, tu me donnes 100 $, et puis je te paye 1 € ou 1 $ pour faire cet échange-là. Et puis au bout d'une semaine, on refait l'échange dans l'autre sens. Et donc, eux, ils vont regarder que l'euro qui est échangé, et ils vont pas regarder les 100 $ qui est le montant notionnel, parce que juste tout ça, c'est pas important. Alors qu'en fait, si, justement, c'est-à-dire que dans les moments où on a des chocs, et où en fait, ça va se réaliser, c'est-à-dire que, parce que moi, j'ai demandé 100 $, mais en fait, si le jour où tu veux les reprendre, j'ai besoin de ces 100 $. J'en ai besoin absolument, mais j'ai pas nulle part ailleurs où aller les chercher. Ou alors, on va les acheter à un coût très élevé. Typiquement, généralement, là, j'arrête pas de dire que depuis ces quelques jours que le problème des banques européennes est libellé en dollars, et du coup la BCE peut rien faire. Il y a pas mal de gens qui me répondent, oui, mais on n'a qu'à changer les euros en dollars. Je dis, oui, mais non, en fait, vous voulez changer vos euros en dollars sur des contrats comme ça, vous prenez un haircut, c'est-à-dire qu'on va dire, d'accord, mais ton euro, je vais le prendre avec une dépréciation de 30, 40, 50%. Et c'est pas, quand je dis 30 à 50%, c'est des chiffres réels, hein, c'est des trucs qu'on voit, c'est normal. Parce qu'en fait, on oublie que des gens comme Crédit Suisse sont justement les gens qui ont fait cette promesse de se dire qu'un euro et un dollar, ça pouvait s'échanger, ça pouvait circuler, qu'il n'y avait pas de problème. Ces gens-là vous ont dit non, tu me donnes des euros, je te donne des dollars, il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Et en fait, cette promesse, depuis 2008, on sait qu'elle n'est pas tenable. Et qu'en fait, ces mêmes gens n'avaient pas, quand on leur donnait des euros, ils n'avaient pas de dollars à donner, en vrai, derrière. Et donc, au lieu de les laisser s'effondrer, la Fed a dit non, tu as besoin de dollars, je vais te les donner. Mais ce n'est pas gratuit. Ce qui est très paradoxal dans cette histoire des retraites, alors, à mon avis, pour moi, ce problème des retraites, en France, montre, en fait, qu'on est dans un rapport de force entre le travail et le capital. Un des revenus du travail, qui est justement ces retraites qu'on verse à la fin, est en train d'être attaqué
plutôt symboliquement. Et surtout comparé ne serait-ce qu'à l'ambition de la réforme de Macron encore il y a 2 ans, ou au moment de sa réélection. C'est-à-dire qu'au départ, la réforme des retraites devait être incroyablement plus ambitieuse et douloureuse. Alors, il y a 2 raisons qui font qu'il n'y avait pas besoin qu'elle soit comme ça. C'est qu'un, l'inflation est venue faire une partie du boulot, et de 2, aussi, une fois qu'on en a fait passer une, on va en faire passer une seconde, et puis on en refait une plus rapidement. Mais il y avait un rapport de force qui était, il fallait quand même que le travail courbe l'échine face au capital. Pour moi, c'est là qu'est le refus. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que, paradoxalement, on est plutôt mieux avec une retraite par répartition en ce moment qu'avec une retraite par capitalisation, où, en fait, on est en train de se rendre compte que les fonds de pension, les fonds de retraite aux États-Unis ou ailleurs, partout, les États-Unis qui sont la retraite par capitalisation reine, sont en train de se faire laminer, et que éventuellement, vous avez là aussi une sorte de prise d'otage, c'est-à-dire que la Fed peut dire, si la Fed continue à augmenter ses taux, les fonds de pension s'écroulent, et puis les gens qui pensaient avoir une retraite vont se retrouver sans retraite. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, à la limite, la Fed peut dire, non, mais je suis obligé de rebaisser les taux pour repartir pour un tour et remettre le couvercle, parce que si je fais pas ça, vous n'aurez pas de retraite. Aux États-Unis, la question se pose dans ces termes-là. En France, comme on est sur une retraite par répartition, elle se pose un peu différemment. Moi, dans l'absolu, j'ai pas tellement d'avis entre une retraite par répartition ou par capitalisation, à part que c'est pas du tout un bon moment pour passer en capitalisation aujourd'hui en France, et que on peut faire un régime de retraite par répartition peut faire des stocks, des réserves pour pouvoir ensuite gérer les évolutions démographiques, de la même manière que des régimes par capitalisation peuvent être très mal gérés. Donc, à mon avis, le problème est ailleurs. Mais oui, au fond du fond, vous avez ce problème, on y revient. On ne crée pas assez de richesse réelle par rapport à la richesse fictive, et on est un peu rentré dans un système où tout le monde est extrêmement vicieux, où en fait le capital s'arroge de plus en plus de valeur ajoutée et rend le travail de moins en moins intéressant. C'est un chiffre que moi j'aime bien répéter, c'est-à-dire qu'en 1980, ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est pas récent. En 1980, quand vous prenez la valeur ajoutée de l'économie française, vous en aviez 80% qui allaient au travail et 20% au capital. À la fin des années 80, vous êtes passé à 60-40 à peu près. Et du coup, donc 60 pour le travail, 40 pour le capital. Et le problème de ce truc-là, c'est que ça correspond à peu près à 200 milliards de salaires aujourd'hui qui vont au capital plutôt que d'aller au travail. Ces 200 milliards qui se retrouvent, qui sont mal fléchés vers le capital plutôt que le travail, c'est ce qui oblige l'État à s'endetter. Pardon, je parle en partage primaire. Partage primaire avant les redistributions. C'est parce que c'est justement parce que vous avez ce déséquilibre que l'État est obligé de compenser, obligé de s'endetter, et qu'on se retrouve avec des problèmes de retraite ingérables. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas versé suffisamment de revenus du travail depuis 40 ans. Et donc on a masqué ça avec de l'endettement. Mais le problème, c'est que c'est cumulatif. Quand vous ne versez pas suffisamment de revenus pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a un moment où vous arrivez à des effets de seuil qui deviennent ingérables. Vous avez une petite proportion de cadres, les cadres supérieurs qui, eux, ont très bien tiré leur épingle du jeu depuis les années 80. Cette proportion se réduit, hein. C'est-à-dire que c'est et après vous avez l'immense majorité des gens qui ont souffert. Et c'est pour ça que souvent vous avez les populations cadres sup qui voient pas le problème. Parce que eux, les salaires, ça va, il n'y a pas de problème. Et ils ne se rendent pas compte. Oui, et puis même si les retraites, ça ne va pas si bien, parce qu'ils voient bien qu'ils sont en train de se faire piquer la GIR Carco, et donc ils ont de quoi compenser par ailleurs. Ils ont de quoi s'acheter 1 ou 2 apparts en plus, ils ont de quoi voir venir. Et donc après, ils vont dire, oui, mais tu n'avais qu'à faire pareil. Pour le dire autrement, vous prenez un pays comme la Suisse, bon, ils ne vont pas très bien en ce moment, mais les Suisses, en fait, sont dans une situation où ils travaillent énormément. Hein. Le contrat de travail en Suisse, c'est 42 heures par semaine. Vous avez beaucoup moins de vacances. Enfin, c'est beaucoup plus rude. Mais ils gagnent beaucoup mieux leur vie aussi. C'est-à-dire que la Suisse, c'est un pays extrêmement riche. Et on a oublié, en France, on a le raisonnement inverse. C'est-à-dire qu'il faut payer moins pour qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, on a perdu ce cercle vertueux qui est de se dire, si vous rémunérez justement votre travail et si vous êtes dans des bonnes conditions, oui, les gens vont bosser.
Le problème, moi, quand cette réforme des retraites, dans l'absolu, je trouve que le travail, je suis pour la vertu travail. Quand on vient vous expliquer le droit à la paresse, le droit à la paresse, ça me gave. C'est-à-dire que le travail, pour moi, c'est une manière de faire partie du monde, d'être responsable du monde dans lequel on vit, et pas uniquement un consommateur du monde dans lequel on est. Et de se dire que, moi, mon problème avec cette réforme des retraites, c'est pas... c'est qu'il faut parler de dignité dans le travail. C'est-à-dire quand vous enlevez toute dignité au travail et qu'après vous demandez en plus travailler plus longtemps, ça ne va pas. Et de deux, aujourd'hui, on nous demande de travailler davantage pour venir sauver ce système financier qui est à la déroute. Oui, l'allongement de la durée des cotisations. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on se mette à rediscuter de l'allongement de la durée des cotisations quand, on aura fait revenir du travail en France. Et que c'est pour ça qu'il faut remettre un peu de frontières. C'est-à-dire que si en même temps vous ne pouvez pas laisser partir les emplois ouvriers en Pologne, en Roumanie, en Asie, et derrière venir expliquer à un ouvrier qu'il n'a qu'à devenir développeur informatique ou aide-soignant. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez détruit 1 million ou 1,5 million d'emplois ouvriers, les gars, ils vont pas réussir à se retourner comme ça. Donc, de faire revenir le travail. Une fois qu'on aura fait revenir le travail en France, on pourra commencer à discuter. 2, remettre de la dignité dans le travail. Et 3, encore une fois, de venir corriger ce déficit de partage de la valeur ajoutée. Une fois qu'on a fait ça, moi je veux bien qu'on discute, parce que dans l'absolu, je suis assez d'accord qu'il faut qu'on travaille plus, mais dans de meilleures conditions, et en redistribuant mieux les fruits de ce travail. Vous prenez un fonds euro aujourd'hui, alors on vient vous dire, oh là là, ça y est, les rendements des fonds euros repartent, on était à 1%, on repasse à 3%. Mais quand vous avez 7% d'inflation officielle et qu'en vrai, elle est plutôt à quelque part entre 10 et 20%, il y a un appauvrissement net. Quand vous avez 3% de rendement et on va garder les 7% de chiffre d'inflation officielle, vous avez une dépréciation nette de 4%. Et donc, bien sûr que vous avez une dépréciation nette des assurés. Là, je parle des fonds euros. Et quand on parle des unités de compte, les unités de compte ont quand même énormément souffert, en sachant qu'en plus, le gros problème des unités de compte en assurance vie, c'est qu'elles sont surfacturées. Les frais sont démentiels sur ça. Il y a une forme sur le fonds euro d'assurance vie. On avait, au départ, en fait, on avait créé ce système de fonds euro d'assurance vie pour financer la dette publique. C'est-à-dire que quand la dette s'est mise à gonfler à partir des années 80, il fallait quand même... Il n'y avait pas encore les banques centrales, il y avait les marchés internationaux, c'était pas non plus la panacée. Donc on a créé ça pour financer l'État. Puis quand, après 2008, ou plutôt après, ça vient un peu plus tard, 2012 et surtout 2015, vous vous mettez à avoir en fait la banque centrale qui progressivement se met à racheter et à être en fait la personne qui rachète les dettes de l'État, vous n'avez plus besoin de ces assurances vie. Et du coup, comme on n'avait plus besoin de ces assurances vie, on les a maltraités, on les a lacérés. Et donc vous vous êtes retrouvés avec, en 2007, une assurance vie qui rendait, un fonds euro qui rendait du 4%, du 5%, qui est maintenant, c'est repassé à 1%, là ça remonte à 3%, mais avec une inflation comme on n'en a pas vu depuis les années 80. Donc vous avez une taxation, et surtout, de manière générale, parce que l'assurance vie n'est jamais qu'une enveloppe, mais les fonds que vous donnent les banques en France, vous avez une assez mauvaise performance des produits financiers bancaires en France par rapport à la Suisse ou par rapport à d'autres pays. À mon avis, ça s'explique parce qu'en fait, les banquiers s'en servent pour refourguer un peu de pourriture. Et ça, c'est là, quand je vous disais, le risque sans le rendement. Donc, vous avez ce problème de fonds propres des banques. Et donc, les banques ont créé des obligations convertibles en actions. C'est-à-dire que si vous avez un choc comme ce qui s'est passé au Crédit Suisse, éventuellement, on va dire, au lieu de vous rendre vos 1 000 € que vous aviez investis, on va vous rendre, 3 actions, 10 actions de votre banque, et puis ces 10 actions, en fait, elles valent rien, 3 € ou que dalle. Donc vous allez éventuellement tout perdre. Et c'est ce qu'on appelle normalement de la dette junior, qui est une dette convertible, qui est une dette à haut risque, et qui normalement, c'est payé cher, ces trucs-là. Les cocos qui ont fait faillite, qui ont fait défaut, c'était des trucs qui rendaient plus de 7 ou 10% de rendement pour une obligation. Donc c'était énorme. Et donc les banques, en fait, ont fait ces produits qui sont des produits risqués, mais ils ont fait comme si c'était pas risqué, ce qu'ils appellent les non-preferred senior, non-NPS, qui est en fait une dette senior. Senior, c'est une dette qui est quand même très solide et qui a peu de chances de faire défaut. Et ils ont appelé senior une dette qui est dans les faits junior, c'est-à-dire une dette qui a des risques de faire défaut. Pardon, c'est un peu technique. Évidemment, la dette junior, c'est une dette qu'on ne donne pas à n'importe qui.
En revanche, la dette senior, on peut la donner à n'importe qui. Et du coup, ils ont pris de la dette junior, ils lui ont mis un faux-nez de dette senior, et ils ont été donner ça à tous leurs clients. Pas directement, mais ils ont panaché les fonds. Vous savez, quand ils disent, voilà, on a le fonds de la banque, qui est un fonds Europe, avec, vous allez avoir, et puis vous dites tel secteur, et puis ils mettent ça dedans. Ah bah si, donc là, nous, donc pour un Chinois, alors les Russes, ça fait un moment qu'ils ont compris qu'ils étaient les méchants de l'histoire, hein, que le méchant de James Bond est redevenu russe. Les Chinois sont en train de se rendre compte mais ils le savent depuis longtemps, mais que en fait, les Américains ont d'une certaine manière militarisé le dollar. Ils utilisent le dollar comme une arme, et ils ont vu ce qu'ils ont fait en Europe, et donc eux, ils se sont dit, on n'a pas le choix. On est obligé de se passer du dollar. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, vous avez 88% des opérations de change, donc 9 opérations de change sur 10 en valeur, qui sont libellées en dollars. À chaque fois que vous avez des gens dans le monde qui cherchent à changer une monnaie contre une autre, 9 fois sur 10, ça implique le dollar. On n'arrête pas de se dire, oh, regardez, les BRICS sont en train, donc la Chine et tous les pays qu'elle agglomère autour d'elle sont en train de construire l'alternative au dollar en tant que monnaie mondiale. Oui, c'est ce qu'elles sont en train de faire. C'est à horizon 10 ans, 20 ans. Oui, c'est là qu'est là. Pourquoi ? Il y a 2 raisons pour lesquelles l'avenir, pour le moment, est là-bas. Parce que, c'est là-bas que la richesse réelle est créée, encore aujourd'hui. Donc le travail. La richesse réelle de 2 manières. 1, le travail, de 2, la ressource naturelle. Et la deuxième chose, c'est que c'est là-bas que se concentrent les réserves d'or monétaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez... donc nous, on est en train de mourir de cette monnaie de change flottant qui n'a plus d'ancrage dans le réel. Aujourd'hui, la seule raison, ce qui fait qu'une banque est solvable ou insolvable, c'est la confiance que les autres banques ont en elle. Mais elle n'a pas de stock d'or pour dire « Ah non, vous regardez, j'ai suffisamment d'or, donc je suis solvable ». C'est uniquement le refinancement des autres banques qui vont faire... Donc vous avez une espèce de système mafieux dans lequel tout le monde est avec un chef mafieux qui sont les banques centrales par-dessus. Et donc c'est ce truc-là dont on est en train de crever, mais la bouche ouverte, à petit feu pendant longtemps, et maintenant à grand feu. Bon, bah forcément, eux, il faut qu'ils fassent autre chose. Et donc vous pouvez avoir refonder un système monétaire à nouveau ancré dans le réel. Vous avez plein de manières de le faire, mais à la fin, vous revenez à un étalon or. Toujours pareil, vous pouvez mettre ça sur de l'énergie, sur de foncier, mais vous revenez sur de l'or à chaque fois. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, et donc c'est chez eux que ça se passe. Aujourd'hui, il faut se rendre indépendant et autonome, il faut prendre son autonomie. Retirer son argent des banques, oui, bien sûr. Maintenant, si demain tout le monde se met à retirer son argent des banques, on ne fait jamais qu'accélérer l'entrée en crise, et c'est pas... il faut petit à petit retirer son argent. Il faut revenir au réel. On meurt de cette espèce de fiction qui est que demain ça ira mieux. Demain, il y aura de la croissance, demain il y aura du travail, demain. Plus on promet, moins on livre, en fait, moins on réalise, moins on produit. Et on est arrivé dans un stade terminal où plus on promet, plus on détruit la richesse réelle qu'on produit. Donc il faut revenir à la richesse réelle. Mais ça veut dire, quand je dis revenir à la richesse réelle, c'est revenir au potager, réfléchir très sérieusement à là où vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à vivre dans un centre-ville de grande agglomération française dans les 20 prochaines années? Est-ce que vous voulez vraiment avoir 100% de votre capital financiarisé, à part l'immobilier, ce qui est le cas de très nombreuses personnes? Il y a d'autres formes de capital que le capital financier, plein d'autres. Et est-ce que vous le voulez vraiment en euros? Est-ce que vous ne voulez pas d'autres monnaies? Est-ce que vous ne voulez pas de l'or? Est-ce que vous ne voulez pas d'autres choses? Ce qui est sûr, c'est que vous avez cette espèce de piège qui est en train de se refermer, qui est qu'il faut vous enfermer parce que, encore une fois, c'est vous qui solvabilisez le système. Donc si on vous laisse sortir, le système s'effondre. Donc il ne faut surtout pas vous laisser sortir. Donc il faut essayer de sortir petit à petit, tout doucement, sans faire de choc. Et surtout, le plus important, c'est si demain, votre compte en banque disparaît, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps vous pouvez... Mais on va venir à ça. Emmanuel Macron a dit on est en guerre au moment du Covid. Oui, on est en train de rentrer littéralement en économie de guerre. Quand je parle d'économie de guerre, c'est une économie dans laquelle oui, vous allez avoir du marché noir qui va se développer, vous allez avoir faut tout ce truc-là qui va revenir. Et donc, il faut réfléchir à ça. Si demain, j'ai plus de compte en banque, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai encore des espèces? Est-ce que mes placards sont pleins? Est-ce que si demain... Là, on l'a vu cet hiver.
Si j'ai plus d'électricité, si j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et ça commence avec des trucs aussi bêtes que est-ce qu'on a encore des lampes de poche? On a tous un téléphone, mais est-ce que moi, quand j'étais petit, chez moi, il y a toujours des bougies, des lampes de poche, il y a une coupure d'électricité. On a plus ça chez les gens. On va réapprendre ça, doucement ou brutalement, et tout ce qu'on peut faire pour s'y préparer est mieux. C'est parce que, encore une fois, il ne faut pas croire qu'on va en sortir facilement. Si demain, tout le monde veut sortir ses avoirs, ça ne va pas marcher. Si vous, demain, là, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour dire « Oh, j'ai essayé de sortir 15 000 € de la banque, elle n'a pas voulu me les donner. » Mais ça fait 10 ans qu'on vous le dit. Moi, j'ai essayé de faire ce truc-là. Il y a 10 ans, j'ai été voir, pas parce que je voulais emmerder ma banque, mais parce que j'avais besoin de 10 000 balles que je ne pouvais pas verser. C'était pour aller à l'international. Ils ne me les ont pas donnés. Et je me souviens, j'ai écrit sur le truc. Je dis « Mais aujourd'hui, vous voulez 10 000 € de la banque. La banque ne vous les donne pas, sauf si vous êtes Bernard Arnault. » Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. En fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui en parlent. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui vous disent débancariser en partie, démonétiser en partie. Bah oui, c'est le temps. Il faut commencer à le faire. Ouais. Le rôle de Bruno Le Maire, c'est vraiment de mettre un rideau de fumée et dire vous inquiétez pas, on gère. C'est ce que je dis, c'est le métier de prescription. On gouverne à la BCE, on gouverne un peu à Bruxelles, beaucoup à Washington. Il gouverne pas Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un VRP. Il vend la soupe. Je suis désolé. Et à la limite. Je suis sûr qu'il y aurait plein de hauts fonctionnaires qui diraient qu'un ministre, c'est pas fait pour prévoir, c'est pas fait pour gouverner. Il y a des services dans les ministères pour ça. Hein. Le ministre, il est là pour jouer des claquettes. Hein. J'exagère quand je dis ça, mais ça n'a peut-être pas toujours été comme ça. Il me semble que dans les ministères, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'un ministre, on s'en passe volontiers. Hein. Donc, Bruno Le Maire, quand il n'est pas là, c'est pas lui qui prend les décisions. Donc, lui, il est là pour faire passer les décisions qu'on lui demande de faire passer de la BCE, de Bruxelles, de Washington. Il n'a plus d'autonomie. Il n'a plus d'autonomie. Et donc, en fait, la nature est bien faite. C'est-à-dire que dans la mesure où on ne lui demande pas de se servir de son intelligence, en tout cas sur ces questions-là, il n'y a pas de raison qu'elle se développe. Alors, pas très joyeux, non, ça c'est pas joyeux, mais après, c'est pas joyeux, moi, ça rappelle, ça peut aussi nous rappeler qu'il faut pas attendre pour être heureux, quoi. Faut pas attendre demain pour être heureux. Ça vaut aussi quand on dit ça ira mieux demain. Non, sois heureux aujourd'hui. Si t'attends que ça aille mieux demain, c'est pas parti pour. Donc, n'attends pas demain pour être heureux. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, dans cette espèce de soviétisation du monde dans lequel, en fait, vous avez une espèce de bureau de 10-20 personnes qui va décider de ce que vous devez faire. Qui va vous dire, voilà comment vous devez placer votre argent, voilà comment vous devez vous soigner, voilà ce que vous devez faire. En fait, on se rend compte que l'intelligence collective d'un peuple est infiniment supérieure à celle de 10 personnes dans un bureau pour des questions financières et de santé. Oui, vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, vous avez besoin de 20 ingénieurs hyper compétents, mais quand vous êtes sur une matière sociale, comme la santé et la finance, l'intelligence collective d'un peuple est infiniment supérieure à celle de 20 personnes dans un bureau, avec tout le QI qu'ils peuvent avoir et tous les diplômes qu'ils peuvent avoir. Il faut se faire confiance. Il faut qu'on réapprenne à se faire confiance et à faire confiance à ses intuitions. Parce que fondamentalement, les gens sur lesquels on crache en disant que les mecs qui comprennent rien, on parle de santé, on parle de finance, des choses qui nous touchent au jour le jour, et au final, les gars qui comprennent rien, en fait, sont ceux qui comprennent le mieux.